Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sei. Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, avec au micro ce soir, moi, Shahar Feinberg. Zu der Klezmer a geschrei, nu lo mir. Et au studio, pour cette dernière émission de la saison Yiddish Heint, j'ai le très très grand plaisir d'accueillir Régine Nebel, responsable de la programmation à la Maison de la Culture Yiddish, notre chère maison. Bonsoir Régine. Bonsoir Shahar, bonsoir à tous et c'est très gentil de m'avoir invité. Merci. C'est avec grand plaisir parce que toute l'année, on évoque le programme, on parle des événements, on a des invités de l'extérieur de la maison, mais maintenant, on termine avec la dernière fois, on a eu Tal Hever-Chibowski, notre directeur, et maintenant Régine, pour entendre un peu, qu'est-ce que fait une responsable de programmation en général et à la Maison de la Culture Yiddish, et ensuite peut-être de connaître, c'est intéressant de savoir comment les gens au sein de la maison sont arrivés à la MCY. Donc d'abord cette question, j'imagine que, moi-même j'imagine que pas mal d'auditeurs se demandent qu'est-ce que c'est qu'une responsable de programmation, comment ça se passe à programmer une année entière d'événements. Oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, après, j'aimerais justement, je propose, Shahar, que l'on se tutoie. Oui, parce que je pense que je vais pas tenir une heure en disant vous. Ça, de toute façon, Et puis en yiddish, on se tutoie très volontiers. Eh bien, en fait, c'est ça qui est bien à la Maison de la Culture Yiddish et c'est ça que je voudrais expliquer pour attirer peut-être d'autres bonnes volontés. En fait, on commence par avoir une idée d'une chose que l'on pourrait organiser, et puis on se retrouve à en organiser, et on se trouve à en organiser de plus en plus, et on se retrouve responsable d'une commission de programmation culturelle. Alors, ta question, c'était qu'est-ce qu'on fait, ou comment on en arrive là? Dans quel sens? Moi, depuis cette année, je fais partie de cette commission culture, et ça m'étonne à chaque fois, jusqu'à combien loin tu programmes en réalité à la Maison de la Culture Yiddish. Donc, comment est-ce que tu es arrivé à ce poste? Alors là, ça c'est une longue histoire, mais je crois que j'ai envie de la raconter. C'est une histoire un peu triste, mais qui finit bien, comme souvent les histoires ashkénazes. En fait, je raconte un peu mon histoire et comment je suis arrivée là. En fait, moi, je suis née juste après-guerre dans une famille où mon père parlait yiddish, était venu de Pologne en 1936, et ma mère était venue de Londres, mais d'une famille russo-polonaise. Et je crois que leurs premiers échanges ont été en yiddish puisqu'ils n'avaient pas d'autre langue en commun. Et puis, je suis née et on a décidé de faire de moi, comme c'était important à l'époque, une bonne Française, en hommage à la République française qui accueillait ces immigrés. Donc j'ai été élevée dans un milieu où en fait, je crois que je n'ai jamais vraiment compris ce que j'étais. À la fois, mon père parlait que yiddish dans son travail, puisqu'il était potier, vendait du cuir et qu'il avait que une clientèle yiddishophone. Ma mère me parlait français parce qu'on lui disait qu'il ne faut pas parler plusieurs langues à un enfant, donc pas d'anglais. Et le yiddish était leur langue des secrets, donc bien sûr, j'ai eu envie de comprendre. Et puis, tout ça n'était pas très clair, en fait. J'ai été dans une école catholique française, parce qu'elle était à côté de la maison. J'ai été dans un lycée de la République. Et en fait, on faisait 2 fêtes par an. On faisait Pessah et on célébrait Yom Kippour. Donc, aucune fête gay. J'ai jamais entendu parler de Purim ou d'autres choses. Et j'étais plus élevée dans ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire. Par rapport aux interdits. Et puis, pour faire un peu court, donc le yiddish, pour moi, c'était la langue des blagues, des secrets, de parler d'argent. Et puis, j'accompagnais souvent mon père quand j'étais petite fille, parce que j'étais fille unique, au Pletzl, où en fait, j'écoutais pendant des heures ces négociations yiddish. Et je comprends uniquement maintenant que c'est là que j'ai entendu. J'écoutais pas. Mais tu comprenais pas à l'époque? Et pour moi, c'est des discussions de vieux monsieur, ça parlait que d'argent, qui était en gros, quand est-ce que tu vas me payer l'argent que tu me dois? Mais le yiddish, cette langue secrète, est-ce que tu la comprenais enfant ou... Je sais pas, mais maintenant je pense que oui.
Enfin, je chopais des trucs, mais j'écoutais pas. Mais je m'ennuyais parce que, comme les enfants à l'époque, j'avais pas de téléphone ni de jeux électroniques. Dommage. Ou pas. Ou pas. Et j'attendais tranquillement. Et puis, alors là, c'est la partie moins drôle. Je suis allée à l'université, j'ai rencontré un jeune homme non juif, et là, ça a été le début de la catastrophe. Parce que, voilà, ça, il fallait vraiment pas le faire. Et je ne comprenais pas pourquoi. Moi non plus. Et après plusieurs années, je me suis mariée, parce que c'est ça qu'on faisait à l'époque, pour attendre d'avoir 21 ans et pouvoir m'en aller de la maison, avoir la majorité. Et là, ça a été la catastrophe. Mon père a quitté son travail tellement il avait honte. C'est vrai? Mon mariage a été une journée dont personne n'a envie d'une journée pareille. Mon futur mari était genre gauchiste et comprenait pas du tout l'attitude de mes parents, donc il faisait aucun effort. Et là, j'ai été exclue, rejetée de la Yiddishkeit. Plus de fêtes, plus de famille. Bon, mes parents continuaient de me voir. Et je crois que j'ai sombré dans une espèce de dépression. Oui, c'est ça, j'ai sombré. Mes parents m'invitaient plus aux fêtes. En fait, mon mariage n'était pas très réussi. J'ai eu 2 fils qui m'a sauvée aussi du problème, parce que quand j'étais enceinte, il y avait ce problème lancinant. Qu'est-ce que tu vas faire pour les garçons? Donc j'ai été sauvée par le fait que j'ai eu 2 filles. Non, voilà, je le raconte de manière drôle, mais c'était vraiment très très dur. J'imagine. Et puis, rassurez-vous, ça va devenir plus drôle. Bon, malheureusement, mon père est décédé. J'ai compris que je ne pouvais plus rester dans ce mariage. Et là, une amie m'a proposé de venir suivre des cours de conversation, rue René Boulanger. Après avoir beaucoup hésité, conversation yiddish, bien sûr, j'ai dit oui. Et là, c'est en quelle année à peu près? Là, c'est en 93. Ok. Et puis, je crois que tu sais comment ça se passe. C'était Gilles Rosier qui était directeur. Un jour, il m'a demandé... Oui, j'ai dit, je veux bien parler, mais je veux surtout pas lire et écrire. Après, j'ai compris que c'était Shmuel Bonim qui donnait les cours de conversation à un berger israélien, je sais pas si tu le connais. Très cool, très... Un berger israélien? Un berger israélien autodidacte qui s'arrêtait toutes les demi-heures pour prendre un thé. Jusqu'au jour où il a apporté des journaux. Et j'ai compris que je pouvais pas les lire et que finalement je voyais mon père lire les journaux et que ça m'intriguait tous ces caractères, mais que jamais il m'a proposé de m'apprendre à les lire. Et comment ça se passait, les cours de... C'est-à-dire, est-ce que tu peux peut-être raconter un peu qu'est-ce que c'était à la Maison de la Culture Yiddish en 93 par rapport à... Alors en 93, c'était rue... Par rapport à la programmation des cours aujourd'hui. C'était rue René Boulanger. Ça s'appelait encore l'AITSI, l'Association pour l'étude et la diffusion de la culture yiddish. C'était une toute petite structure, donc avec quand même déjà une bibliothèque assez petite, dont Gilles Rosier était le directeur. Et puis quelques niveaux de cours, dont cet atelier. C'était un atelier de conversation. Il n'y avait pas de correction et tout. Puis tout d'un coup, je me suis dit, faut que j'apprenne à lire, à écrire. Donc, je me suis retrouvée dans une catégorie qui s'appelait à l'époque les faux débutants. C'est-à-dire que ceux qui comprenaient le yiddish, mais qui savaient ni lire ni écrire. Je me suis retrouvée avec Evelyne Grimbert et d'autres qui travaillaient tellement que j'ai été très vite dépassée. Et Evelyne puis, Gramberg ne savait ni lire ni écrire Non. en yiddish, et maintenant elle est traductrice. Oui, voilà. Ok. Il y avait Charlotte Messer qui apprenait le yiddish dans le but de créer une troupe de théâtre. Chacun avait son but. Et qui l'a fait, par voilà. ailleurs. Et moi, c'était de me réparer. Parce que, là, je vais redevenir un petit peu sentimentale. Pendant que je parlais yiddish dans cet atelier, j'avais mon père à côté de moi qui m'écoutait et je me disais, tu vois, si tu m'avais mieux expliqué. Et puis, comme ça se passe habituellement, Gilles Rosier m'a demandé un jour si je voulais venir coller des enveloppes. Parce qu'à l'époque, on faisait ça. On faisait des mailings, on pliait des papiers qu'on mettait dans des enveloppes, collait un timbre. C'était tout un truc. Et puis, j'ai dit, moi, vous voulez bien que je vous aide? Donc, je commençais par faire le thé, tenir une permanence. Et puis on a déménagé, donc j'ai participé à chercher des locaux. Et puis on devient vite, on a vite un rôle que l'on se donne soi-même. Et on arrivait dans les locaux Passage Saint-Pierre-Amelot. Mais entre-temps, j'avais suivi des cours avec Itzrok Nimborski. Ça, c'est pas rien.
où j'étais hyper terrorisée tout le temps. Mais... Et là, on est en quelle année? Oh, je sais plus, 95, 96, 97. Et puis, Gilles Rosier a commencé à souhaiter organiser des rencontres littéraires. Et il m'a dit, moi j'adore être le médiateur, mais téléphoner aux gens, tout ça, j'ai pas envie de le faire. Donc j'ai dit, moi je veux bien. Ça, je peux l'attester, Régine. Elle le veut bien, elle le fait bien aussi. Voilà. Et puis j'ai commencé à l'organiser avec lui. Et puis, il y a une anecdote très drôle, c'est que on allait souvent dîner avec les auteurs. Après, moi, j'étais un peu paniquée, donc je trouvais toujours un prétexte pour ne pas les rejoindre, parce que je fermais la maison. Jusqu'au jour où Gilles m'a dit sur un ton, je ne dirais pas des gros mots à la radio, mais voilà, arrête. Et j'y suis allée, et je me suis rendu compte que, parfois ils avaient écrit des livres extraordinaires, mais qu'ils n'avaient pas plus grand-chose à dire que moi. J'ai commencé à me sentir très à l'aise. Et je sais pas, j'ai aidé à l'époque Estelle Hulac dans la programmation. J'ai aidé de plus en plus, j'ai commencé à avoir des idées. Souvent, on me dit que j'ai trop d'idées. Et puis, Estelle Hulac a pris sa retraite, parce qu'elle était salariée, elle. Et puis voilà. Mais ce qu'il y a de formidable dans cette maison, c'est quand on dit « j'aimerais bien organiser un cours de cuisine. J'aimerais bien organiser... d'accord, fais-le. » Oui. Petite pause musicale maintenant. Ce soir, on va écouter 3 morceaux. D'abord, qui sont des reprises les uns des autres. Donc, d'abord l'originel, qui sera B.J. Thomas, qui chante en 69, je pense, Raindrops Keep Coming, la pluie ne cesse de tomber, et qui ensuite est repris, la chanson est reprise par la suite par plein de musiciens, et nous on écoutera 2 versions par la suite. Donc, d'abord B.J. Thomas, Raindrops Keep Falling. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
B.J. Thomas avec Raindrops Keep Falling, la pluie qui ne cesse de tomber. Vous écoutez Yiddish Heint sur RCJ et ce soir au studio, je suis avec Régine Nebel, la responsable de la programmation à la Maison de la Culture Yiddish. Et Régine nous racontait un peu ses débuts au sein de la Maison de la Culture Yiddish, ton arrivée dans les années 90, le début des cours. Et les cours existaient déjà. En fait. Oui, pour toi, la reprise de cette langue que tu entendais enfant, mais où il y avait un blocage chez toi à parler qui s'est débloqué, j'imagine, au cours de ce cours. Alors, quel était ce déblocage, s'il y a eu, et qu'est-ce que ça t'a fait de revenir comme ça au Yiddish? Alors, d'abord, c'est un problème que rencontrent beaucoup de gens, puisque j'en parlerai peut-être plus tard. J'anime maintenant un atelier de conversation yiddish qui s'appelle Yiddish of der Zunge. C'est le titre trouvé par Yitzhak Niborski. Moi, j'aurais dit Yiddish dans l'oreille, ce qui veut dire Yiddish sur la langue, le bout de la langue. Moi, j'aurais dit Yiddish dans l'oreille. Oui, il y a quand même beaucoup de blocages parce que, oui, moi donc, je peux le dire, je suis née en 51 et mon père avait encore n'a cessé d'avoir toute sa vie de trembler de peur. Donc parler yiddish dans la rue était quelque chose de quasiment impossible. C'était vraiment la langue cachée, la langue secrète et puis même la langue assassinée. Et donc, oui, donc c'était chez moi, c'était la langue des blagues, c'était la langue pour parler de plats culinaires et tout. Ce qui m'a complètement bouleversée quand je suis arrivée à l'AITSI, enfin, pour ne pas dire la future maison de la culture yiddish, c'est de découvrir cette littérature, de découvrir cette richesse. J'ignorais totalement que tout cela existait. Donc mon père n'était pas du tout instruit parce que il n'a jamais voulu me raconter l'histoire de sa vie, mais je pense qu'il est allé au Heider en Pologne et que ça s'est arrêté là. D'ailleurs, c'était son père, le Mélamette. Il n'est jamais allé à l'école. Arrivé en France, il s'est débrouillé pour survivre. Il a fait toute la France à vélo pendant la guerre. Il n'a heureusement pas été arrêté, même si ça a failli plusieurs fois. Et je crois que je ne savais pas ce qu'était vraiment le yiddish. Pour moi, c'était resté ce dont on parle très souvent, ce fameux jargon. Ouais. Et donc cette littérature, ça m'a complètement bouleversée. Et donc j'ai senti en fait, moi qui était élevée pour être une bonne Française, qui était férue de littérature française, que j'avais de la chance, que j'avais une double culture. Même si j'ai eu peu de temps, une fois que je me suis vraiment investie à travailler dans cette maison, à suivre les cours. Et donc, je n'ai pas le temps d'aller au séminaire et autres. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on voit avec beaucoup de gens qui ne connaissent pas le yiddish depuis l'intérieur. C'est un cliché qui perdure. Cette langue jargon, langue parlée, langue à blague, langue secrète, langue de famille. Mais en réalité, à la Maison de la Culture Yiddish, moi, quand j'ai intégré la maison, pour ainsi dire, j'ai découvert cette richesse parce que c'est littéraire, parce qu'elle est mise en avant chez nous, n'est-ce pas? Oui, mais on ne sait. Enfin, et l'autre chose intéressante que j'ai découverte, puisque j'ai créé ce cours qui s'appelle Yiddish of der Zunge, où il y a un glossaire. Et donc il y a récemment, et ça m'a frappé, il y a une femme qui est venue à peu près le même passé que le mien. Enfin, elle entendait le yiddish à la maison. Et j'ai commencé à envoyer les glossaires écologie, droits des femmes, plein de sujets. Elle me dit « Ah oui, mais moi, j'ai jamais parlé d'écologie en yiddish. » Bah oui, je lui dis d'abord, on parlait pas de ça à l'époque, mais non, pour nous, le vocabulaire était super limité. Et puis, il y a cette langue qui, moi, me fait encore rire et que je raconte parfois à nos enseignants qui ne la connaissent pas. C'est le frandish, le mélange de français et d'yiddish. Et donc, il y a des tas de mots. Par exemple, pour moi, un coiffeur se disait « tsoifer », parce que mon père a pris coiffeur et il l'a yiddishisé. Mais comme je pense qu'en Pologne, il n'a jamais connu l'existence d'un coiffeur, il connaissait pas le mot. Il y a eu un cours d'Yitzhak à mes tout débuts où il nous a demandé, on parlait d'évier, un évier. Et tous les gens du cours ont dit, je sais pas comment on dit. Yitzhak a dit, mais comment ça, vous êtes tous de famille qui parlaient yiddish? Je dis, oui, mais en fait, nous, ils avaient pas d'évier. Toi, peut-être à Buenos Aires, ils avaient un évier, mais nos parents, ils en avaient pas. Donc, ils ne connaissaient ni le mot, ni la chose. Et donc, c'est aussi cette
pauvreté. Donc ce vocabulaire, ce qui était important pour moi, c'est de montrer ce que j'ai moi-même appris, puisque je pense que l'intérêt, c'est de transmettre ce que l'on apprend, c'est que c'est une langue comme les autres, et qu'on peut parler de tout. Donc, tu commences à reparler, ou à parler pour la première fois de ta vie, en réalité, Oui. le yiddish. Absolument. Et puis, ça débloque ce sentiment D'appartenance. Par rapport au yiddish, de Oui. qu'est-ce qu'on peut faire. Mais est-ce que aussi, sur un registre plus personnel, c'est-à-dire, est-ce que ça t'a reconnecté avec des sentiments d'enfance ou... Oui, mais je vais te dire, ça m'a surtout, ce qui est très important quand on a une enfance comme la mienne, ça m'a redonné le sourire. Ça m'a apporté cette richesse, et du coup, je me suis remémoré ces séances où j'étais avec mon père le dimanche matin. Alors, c'est vraiment une époque que sûrement tu ne connais pas, où les petites filles, on leur mettait une jolie robe, et puis des jolies soquettes, et puis des jolies chaussures, puis des cheveux tout... Et puis, on accompagnait son père quand on avait fille unique. Et on jouait pas. Et en fait, j'attendais comme ça 2-3 heures. Et maintenant, je me rappelle ces figures, ces clients de mon père qui avaient chacun un surnom. Parce qu'en yiddish, on donne toujours un surnom, souvent très moqueur. Et je me rappelle, maintenant, les anecdotes me reviennent que moi, petite fille, je croyais qu'il s'appelait comme ça. Par exemple, il y avait un client, j'espère qu'il n'y a pas ses arrière-petits-enfants qui nous écoutent, qui s'appelait Urbach. C'était son nom de famille. Et il s'appelait, chez mon père, Der Lummer Urbach. Le Urbach qui boite. Et moi, je disais, bonjour, monsieur Lummer Urbach. Et tu vois, maintenant, tout ça me fait rire. C'était toute une époque. Et oui, en fait, moi, je pense que le yiddish m'a permis de me reconnecter dans une chaîne. Alors ça, c'est un autre sujet. Mais de même, quand je suis allée en Pologne, j'ai arrêté de dire les parents de mon père, j'ai dit mes grands-parents, parce que je n'ai jamais entendu parler d'eux, et je ne sais jamais ce qu'ils sont devenus, je n'ai pas trouvé. Mais ça, c'est comme se reconnecter dans une chaîne. Oui, et la transmission, par exemple, du judaïsme, c'est tout un truc. Oui. Tu en as parlé tout à l'heure. Vaguement, oui. Vaguement, mais très précisément. De cette rupture que ton père a vécue quand tu t'es marié avec un non-juif, mais c'était juste, non-juif. C'était la peur. Oui, parce oui. que son obsession, c'est qu'un jour, il me dirait sale juive. Ah ouais. Ah oui. Wow. C'est un traumatisme. Je raconte souvent, je crois que tu aimes bien les anecdotes, mon père conduisait très très mal. Si j'ai bien compris, il a eu son permis pendant la guerre en échange contre un lapin qu'il avait trouvé je ne sais pas où. Pas mal. Et donc, il conduisait très, très mal. Et à chaque fois qu'un policier français, bien sûr, l'arrêtait, c'est une scène qui me reste gravée dans ma mémoire. Il glissait dans son fauteuil. Oui, parce qu'il avait gardé son prénom d'Abraham. Donc, le policier demandait les papiers. Et il disait « Abraham ». Et mon père disait « Pardon, monsieur l'agent. Pardon, monsieur l'agent ». Et il glissait dans son fauteuil. Et ça, j'arrivais pas à comprendre. Une peur de persécution, Oui, sans doute. mais c'est terrible d'être... Oui. Quand tu penses enfant que être juif, c'est ça, qu'il faut avoir peur. Qu'il faut avoir peur de l'autre, qu'il faut pas le dire. Et le truc le plus drôle, c'est que j'étais au lycée Lamartine, dans le faubourg Poissonnière, où il y a tous les fourreurs, et je m'aperçois maintenant en rencontrant... Parce qu'à l'époque, c'était que des filles. En rencontrant des femmes de mon âge à la Maison de la Culture Yiddish, que je les ai rencontrées et que je n'avais pas percuté qu'elles étaient juives. Wow. C'est vraiment une époque pas si lointaine, mais... Quand même, mais à Yom Kippour, on faisait un mot pour dire que j'étais malade. Et pas que c'était une fête juive et que je ne viendrais pas. Wow. Et en plus, la génération de tes parents, c'est en fait la dernière génération yiddishophone de chez eux. Oui, natifs qui ont apporté à le yiddish Paris. avec eux, oui. Et qui ont autant peur.
et qui justement, à l'inverse de ce que nous, on essaye de faire à la Maison de la Culture Yiddish, le rayonnement du Yiddish, c'était pas la priorité de... Au contraire. C'était au top de leur liste. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai reçu il n'y a pas longtemps une classe de 3e pour leur parler du Yiddish. Et donc, c'était des enfants, c'est une classe très mélangée. Donc, j'ai demandé qui parlait une autre langue que le français à la maison. Et ils l'ont tous dit, et ils suivent des cours, et ils n'ont aucune gêne. Et oui, il y avait vraiment un choc, là, pour moi. Peut-être qu'il y avait aussi un... C'est pour ne pas rentrer dans tout un débat laïcité, oui. etc. Oui. Mais en France, à Paris, quelque chose qui m'a choqué quand je suis arrivé en 2012. Et j'étais à la Sorbonne. Et pas loin de la Sorbonne, il y a le Panthéon. Et la laïcité, etc. C'est tout un truc dont on parlait tout de suite quand on arrive en France. Mais un jour, j'ai remarqué qu'au Panthéon, qui est réservé aux hommes de grands hommes, aux grands hommes de la nation, patrie de la patrie. reconnaissants. Voilà. Mais tu sais ce qu'il y a sur le toit du Panthéon? Une croix. Une énorme croix. Oui. Je pense que enfin, peut-être qu'à l'époque où tes parents, à l'époque des 30 Glorieuses, d'après-guerre, la laïcité française est quand même le passé, l'histoire et la culture catholique. Oui, était très mêlée. Oui, je me souviens des présidents de la République qui allaient à la messe. Passionnant. Peut-être sur ça, on peut écouter le prochain morceau. Absolument. Et cette fois-ci, ce sera Sacha Distal qui la chante, lui qui l'a enregistré en 70. Et Distal, par ailleurs, il est d'origine... son père vient d'Odessa. Oui, je et crois. sa mère venait de la Turquie. Ah oui. Exactement comme mon père. D'accord. Même histoire. Et donc, Sacha Distal avec la pluie qui ne cesse pas de tomber. La pluie tombe sur moi. Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait au bon Dieu ou à mes aïeux. Qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Mais je me dis qu'au fond j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, ben moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. La pluie tombe sur moi de tous les toits. Mais je me dis qu'au fond j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, oui, je sais bien qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. C'était Sacha Distel avec La pluie qui tombe.
Nous sommes ici sur RCJ, c'est l'émission Yiddishheit, et j'ai au studio avec moi Régine Nebel. Bonsoir Régine. Rebonsoir. Et Régine, c'est donc, comme on a dit, la responsable de la programmation à la Maison de la Culture Yiddish. Et revenons parler un peu de cette programmation. Alors, Régine, je sais que toi, personnellement, tu animes Yiddish Afterzung, le Yiddish sur la langue, l'atelier de conversation, mais aussi, bientôt, il va y avoir la chasse au trésor. Oui. Et dans les idées que toi tu proposes, enfin tu gères les idées de tous les autres, mais souvent j'ai remarqué que les idées que toi tu proposes, c'est justement dans un mode de faire reconnecter par des activités ludiques, amusantes, qui sont introductives Oui. à la culture par un biais ludique et les gens. Alors, est-ce que tu peux en parler un peu de, oui, par exemple, la chasse au trésor? Parce que justement, il y a aussi 2 pôles à la Maison de la Culture Yiddish. Et une fois les complexes tombés, il y a eu une époque où les gens avaient vraiment la barrière de la bibliothèque MEDEM et où nos bibliothécaires sont extrêmement cultivés, de Yitzhak Niborski, qui est notre rébé, comme on l'appelle, notre rébé laïque, de Tal avant de Gilles et tout. Et en fait, alors il y a cette partie de culture yiddish par la littérature, par les séminaires, par les conférences, dont finalement j'arrive maintenant à m'occuper aussi avec la bibliothèque MEDEM, si je puis dire. Et puis il y a le côté aussi culture populaire qu'il ne faut pas perdre. En même temps, ce qui est amusant dans cette maison, c'est que je suis une des rares née en France. C'est vrai. Parmi l'équipe. Oui. Oui, Tout à fait. donc on a tout un programme qui s'appelle Passage, donc c'est même moi qui ai trouvé le nom, sur la transmission, et on travaille en ce moment beaucoup sur le pari, réexpliquer ce que t'est le Paris de l'après-guerre. Donc on a eu beaucoup de conférences de Boukhara. Natalia Krinitska a mis en ligne un plan de Paris, les écrivains qui venaient à Paris, les écrivains qui écrivaient sur Paris. En fait, Paris était quand même le grand, avec New York, mais très différent. Et donc, moi, ce que je souhaitais, c'est de faire revivre ce yiddish, ce Paris yiddish. On a même fait une promenade au cimetière de Bagneux pour expliquer ce qu'étaient ces fameux Landsmannschaften, c'est-à-dire ces associations d'immigrés qui ont des caveaux. Donc toute cette vie juive parisienne. Et alors c'est quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir. L'idée de la chasse au trésor vient de Déborah Broyer, qui est une de nos jeunes élèves de yiddish qui en veut, qui galope, et qui a proposé cette activité que l'on prépare ensemble. Donc c'est déjà pour moi une transmission, parce que je pense quand même déjà à... Et donc, mais qu'est-ce que c'est qu'une Alors, chasse au qu'est-ce que trésor? c'est la chasse au trésor Yiddish Paris. Alors, c'est le point de départ sera Place des Vosges, où on distribuera des dossiers avec énormément de questions qui seront pour tous les âges. Il y a des questions pour les enfants, il y a des scénettes, il y a des sketchs. Il faut retrouver des choses qui n'existaient plus. Ils vont avoir des photos d'anciennes boutiques que l'on ne trouve plus, doivent trouver ce que c'est devenu maintenant. On va faire revivre certaines boutiques. Alors, je peux pas raconter parce que je dévoilerai les questions. On va jouer des scènes en yiddish, parce qu'il y avait un libraire très connu qui vivait dans le quartier, mais je te raconterai, si tu veux, en septembre. Oui. Et voilà. Alors, le Pletzel, donc le quartier de la rue des Rosiers, est devenu complètement séfarade. Les librairies ferment les unes après les autres, il n'y en a plus qu'une. Séfarade et israélien. Oui. Faut le dire. Oui, c'est Pita et... Pita falafel. Voilà. Et Ushmates, c'est-à-dire des fringues. Donc franchement, il n'y a plus rien, plus grand-chose. Et donc voilà, je trouve dommage, parce que je vois souvent des touristes déambuler. Donc je me dis, qu'est-ce qu'ils voient en fait? Mais en fait, c'est la même chose quand on visite Varsovie. Moi, j'ai visité Varsovie avec un guide, parce que je voulais voir qu'on m'explique ce qu'il n'y a plus.
et d'autres villes comme ça. Donc je voudrais revivre ce quartier avec des animations. Je voudrais que ça soit en famille. Et puis il y aura des moments où on parlera vraiment yiddish dans la rue. Alors, Donc tu retournes au Pletzel où tu entendais ton père parler yiddish voilà. En secret, et là tu parleras la tête haute. Alors je dis ça pour les gens qui souhaiteraient s'inscrire. Tout sera en bilingue. Et ça sera... C'est le dimanche 26 juin. On l'a fait l'année dernière. On le refait dans le cadre du Festival des cultures juives. Vous trouverez tout sur nos sites yiddish.paris. Non, yiddish.programme.paris. Programme.yiddish.paris. Ou si on tape Yiddish Paris sur n'importe quel moteur de recherche, on tombera dessus. Et je vous invite à venir. Et s'il fait très beau, alors on gagne rien, à part le plaisir de se retrouver. Il y aura les réponses dans le dossier à la fin. Et on se retrouvera pour un pique-nique géant qu'on n'a pas pu faire l'an dernier à cause du temps. Et voilà, ce qui me fait aussi très plaisir dans cette activité, c'est que avec moi, sous ma houlette, parce que je dois quand même surveiller qu'il y ait bien le stempel, le tampon de la Maison de la Culture Yiddish, que soit bien respectés nos objectifs, c'est toute une bande de jeunes qui apprennent le Yiddish. Oui. Qui ont écrit des scénettes, je crois qu'on a passé presque 1 an à préparer. Ah, c'est au sein des cours qu'on a préparé, par exemple? Non, ce sont des gens, Déborah a recruté des amis. D'accord. Et ça me faisait plaisir que ce soit eux. Et on se rencontre régulièrement. Et je pense que dans ces cas-là, on arrive à transmettre le plaisir qu'on a eu à préparer, parce que tout ça se fait bénévolement. Je n'ai pas dit, mais mon poste est bénévole. Oui. Et je pense que, j'en ai parlé très souvent avec Tal, je pense qu'un bénévole doit avoir du plaisir. Sinon, doit trouver son plaisir. C'est un peu difficile. Sinon, déjà, il ne peut pas le donner. Et c'est pour ça, quand tu disais que j'invente beaucoup de choses, oui, j'invente ce qui m'a manqué, j'invente ce qui me fait plaisir. C'est comme la conversation, le speech mwessing, où on se retrouve et on change de table toutes les 6 minutes en parlant yiddish. Le speech mwessing. Shmues en yiddish, ça veut dire... Conversation. Causer, tchatcher. Oui, papoter. Papoter, voilà. Et c'est copié sur le speed dating. Speed dating. Donc, qu'est-ce que tu peux raconter le format un peu? Alors, on l'a pas fait très souvent, mais quand on le fait, c'est très drôle. On est autour de petites tables 2 par 2. On parle qu'on parle bien ou qu'on parle pas bien, on parle. Il est interdit de parler en français. Je surveille. Et toutes les 6 minutes, je fais sonner une petite sonnette. Et les gens changent de place. Et c'est vraiment très drôle. Et finalement, on prend le temps de se parler. On l'a jamais fait ensemble. Mais souvent, j'ai eu le temps de parler à des animateurs dont je ne savais rien. Tout en travaillant avec eux depuis des années. Ok, donc on a la chasse au trésor, on a le speech smoothing. Est-ce qu'il va y avoir un atelier chatronim à un moment donné, un atelier de... Comment on traduit chatren en français? Marieur. Marieur, ça existe. Ça existait. Ça existait. Alors, c'est notre grosse plaisanterie. Ça fait des années que j'en parle, que c'est ce qu'on appelle l'arlésienne en français, c'est-à-dire le truc qui revient. Non, mais c'est parce que j'ai raconté à Chara en arrivant que j'ai été contactée par quelqu'un qui a une association de rencontres de célibataires et qui voulait... et de célibataires juifs. De célibataires juifs, bien sûr. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il m'a parlé d'un site de rencontre et qu'il a précisé célibataire, au cas où... Ah oui, parce que quand même, on est en France. Parce qu'il faut que je vous dise comment se dit en français, en yiddish, une affaire extra-conjugale. Ça se dit un linke-liebe, un amour de gauche, à gauche. Parce que tout ce qui est à gauche n'est pas bien. Et donc il m'a proposé d'en faire la promotion. Donc ça m'a fait rire, je lui ai dit que non. Et après lui avoir répondu que non, mais pourquoi pas une autre fois, je me suis dit, tiens, mais voilà. Non, mais il faut le préciser aussi. Moi, j'essaye d'en parler de temps en temps ici sur l'émission, du fait qu'à la Maison de la Culture Yiddish, le Yiddish n'est pas réservé aux Juifs. Absolument tout. C'est-à-dire, c'est vraiment l'un des l'une des règles de base de cette institution, c'est que les langues n'appartiennent pas aux gens, quoi. Alors, il y a eu un vrai
Moi, j'ai eu des vrais chocs à une époque qui est en train de se terminer, où des gens vraiment très âgés maintenant. Alors, si moi je dis âgé, je dis allez, au-delà de 90. Je me souviens, il y avait Daniel Kennedy qui est irlandais, il y avait notre bibliothécaire qui est polonaise, et maintenant il y a de plus en plus de chercheurs, d'étudiants et tout, qui ne sont pas juifs du tout. Et donc, je demande que cette question ne soit pas posée, ainsi que la question « Pourquoi apprenez-vous le yiddish ?» ou la question sous-jacente que j'ai entendue à une époque qui me fait horreur « Qu'ont fait vos parents pour que vous appreniez le yiddish ?» Mais ça, c'est fini. Je suis d'accord avec cette politique de ne pas ni demander si quelqu'un est juif, ni demander pourquoi le yiddish, sauf que c'est vraiment tellement passionnant. Non, mais il y a d'autres manières d'accoucher les gens. Exactement, il faut s'intéresser aux gens, et puis éventuellement apprendre à les connaître. Moi, je leur demande qu'est-ce qui les a attirés dans notre maison, par exemple, pourquoi le yiddish plutôt qu'une autre langue. Et ça, c'est très, très intéressant. Et peut-être, c'est peut-être pas le sujet de notre émission, mais je pense que dans quelques temps, le yiddish sera aussi une langue de chercheurs. Oui, surtout. Je pense que c'est exactement le sujet de notre émission, parce que tu as commencé en racontant comment cette langue commence dans ta vie comme une langue secrète, une langue à cacher, une langue qui ne circule pas et qui ne fait pas circuler et qui est vouée à la destruction. Oui. Mais ce qui est intéressant... Et que là, justement, tu fais partie de... Voilà. Et c'est là qu'il y a une libération, parce que ça, c'est encore une anecdote, je sais que tu les aimes bien. J'ai accompagné un jour la classe de mon petit-fils quand il avait 4 ans pour une sortie scolaire. Donc, ils étaient par 2. Et tout d'un coup, le petit garçon qui donnait la main de mon petit-fils m'a appelé Boubé, parce que mon petit-fils m'appelle Boubé. Et il s'est mis à hurler. Mais non, mais ça, c'est du yiddish. Ça veut dire grand-mère en yiddish. Parce que ma grand-mère, elle parle yiddish. Parce que nous, on parle yiddish, tu vois, alors qu'il ne parle pas du tout. Mais il dit Boubé. Et il a engueulé l'autre en lui expliquant ce que c'est le yiddish. Attends, il a dit, nous, on parle yiddish, mais tu parles pas yiddish avec non, mais ils savent ce que je fais. Oui, je sais. Et quand je fais des vidéos pour Facebook et autres, ils se les montrent. Ils les montrent à l'école, à leurs copains. Wow. Mais est-ce que tu as envie de parler yiddish avec... C'est encore difficile. C'est encore trop difficile. Parce que... Bon, il me reste plus beaucoup de temps pour réparer, mais... Si, bien sûr. Mais ils ont quel âge, tes Non, mais j'ai de tout. J'ai de 18 à 3. Ah ouais, waouh, ok. Pas mal. Bon, avec certains... Non, mais justement, comme on voit à la Maison de la Culture Yiddish, on peut apprendre le Yiddish à n'importe quel âge. Non, mais l'histoire, c'est de ne pas matraquer, c'est d'être cool avec ça. Et puis moi, ce que j'ai compris depuis longtemps avec les enfants, c'est qu'on ne leur dit pas « asseyez-vous, je vais vous parler ». On fait en sorte qu'ils posent des questions. Ouais. Donc ils connaissent l'histoire de mes parents. J'attends les questions, j'essaye de les susciter. Ben allez-y, les petits-enfants de Régine, si vous écoutez l'émission, allez-y et posez les questions. Moi, personnellement, je sais combien c'est précieux d'avoir une grand-mère qui a les anecdotes et qui a les histoires. Oui. La mienne aussi, elle était une femme extraordinaire. Sur ça, Régine. Un peu de musique. Un peu de musique. Et on va écouter maintenant la reprise yiddish du même morceau, chanté par les Berry Sisters, les Schwester Berry. Les sœurs Berry en 73, à mon avis, et c'est 3 ans après toutes les autres reprises. Toutes les autres langues ont eu leur reprise en 70. Ah oui? Et puis le yiddish, ça a mis un peu plus de temps à enregistrer le morceau. Donc, Tropens von Regen auf mein Kopf, de sœurs Berry. Regen auf mein Kopf. Pink wie ein Deckelbus ist die kleine Fahrt dem Top. Geht mir kein Sach mit, die Tropfen von Regen auf mein Kopf, nur sie fallen. Steh ich in Tracht, was kommt mir heraus der Finn? Ich kick auf den Himmel und ich weet sich bei der Sinn. Scheint die Sonne auf mir, die Tropfen von Regen auf mein Kopf, nur sie fallen.
Barbuch is mir beschert. Zu stehen hinter dem Regen ist ich Frieden. Benutzt dich schwer, will ich nicht mehr mein Kopf umbegen. Tropft den Regen auf mein Kopf. Es wird schon nicht fallen mehr kein Tropfen auf mein Kopf. Los nicht mehr kein Klär, weil auf uns können wir helfen, weinen, du helft nicht keinem. Ich weine nicht mehr, nein, ihr sorgt sich nicht mehr. Auf mein Kopf, nur sie fallen. Ihr weine Tränen auf mein Kopf, denn ihr sucht sie Regen auf mein Kopf. Trop Regen auf mein Kopf. Trop Regen auf mein Kopf. J'adore. C'était les Berry Sisters, Régine adore. On est là avec Régine Nebel, la responsable de la programmation à la Maison de la Culture Yiddish. Vous écoutez Yiddish Heint. Et justement, donc ça, c'est la dernière émission de la saison radio. On sera là de retour en octobre de l'année prochaine, enfin après l'été. Et on passe en mode mensuel. Et on passe en mode mensuel également. Alors, qu'est-ce qu'on peut... à quelles activités peut-on inviter nos auditeurs pour les semaines à venir, avant la fin de la saison à la Maison de la Culture Yiddish? Alors, justement, avant d'évoquer nos deux activités du festival, je voulais évoquer les activités de ce samedi, parce qu'elles sont le début d'une saison qui nous tient très à cœur. En fait, on surveille les anniversaires et les dates. Ça fait aussi partie de mon travail. Et donc, on voulait absolument commémorer l'assassinat par Staline la nuit des poètes assassinés, ça s'appelle. Staline, le 13 août 1952, a fait assassiner 13 personnalités du monde culturel, en majeure partie des écrivains, mais aussi des artistes. Et donc, on va commencer une saison. Alors, en fait, cette saison commence ce samedi. Alors, on a un peu élargi le thème. Ça s'appelle « La littérature yiddish en Union soviétique », en hommage au 12 août 52. Donc, ce samedi, on a le vernissage de notre exposition qui s'appelle « Espoir et effroi ». Donc cette exposition sera là jusqu'au mois de décembre. On va passer un film que j'avais beaucoup apprécié, que j'avais vu à la télévision, qui s'appelle Vie et destin du livre noir des Juifs du RSS. Et ensuite, Annette Vivorka viendra présenter les deux livres phares de Vassili Grossman sur ce thème, qui sont justement Vie et destin et le livre noir. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le livre noir, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer. Oui, et venez samedi. Ouais. Voilà, ça recense... Tu veux expliquer? Non, vas-y. Non. C'est un livre compilé par Vassili Grossman et Ilya Ehrenburg à la suite de la destruction nazie. Voilà. Et c'est eux qui étaient journalistes pendant la guerre. Enfin, ils étaient soldats de l'armée rouge, mais également travaillaient comme journalistes de front, qui recensaient, en fait, sur le territoire occupé, tout ce qui s'est passé, le plus que possible. Voilà, et c'est un livre qui a mis très longtemps à être publié. Donc il y a ce très beau film de Guillaume Ribot qui était passé sur France 5, suivi de cette conférence d'Annette Vivorka, qui est quand même une grande spécialiste. Et en fait, si je parle aussi de cette saison, alors il reste peu de place pour samedi si vous êtes intéressé, programme.yiddish.paris. Programme.yiddish.paris. Et cette saison se continuera pendant l'université d'été à Berlin, puisqu'ils seront ensemble à Berlin le 12 août 1952. Mais la saison va continuer en septembre et octobre avec 7 ou 8 conférences plus... Bon, j'ai un peu honte de le lire puisque j'en ai eu la primeur, mais des conférences absolument passionnantes sur ce thème. Et ce thème se terminera avec une conférence inédite de Philippe Boucara, que je lui ai commandée, sur comment les Juifs en France ont été au courant de ces événements et quelle a été leur réaction. Ça, c'est un sujet qui n'a encore jamais été traité.
Donc ça, c'est pour après l'été. Mais avant l'été, donc, on a évoqué déjà la chasse au trésor, Voilà. qui aura lieu le 26, Le 26, le donc- 26 juin. Donc, dans le cadre du Festival des cultures juives, et également, alors là, vous êtes déjà au courant, mais il faut matraquer, la pièce Jacob Jacobson d'Aaron Seitlin, qui jouera une soirée unique le 22 juin à 20h. Il reste des places. Il reste des places ici à l'espace Rachi. Et vraiment, Au c'est une 5e. pièce magnifique, surtitrée en français. Et voilà, je compte sur vous. Nous comptons sur vous pour faire de cette soirée un événement. Le théâtre yiddish à bureau fermé. Ce qui a été le cas lorsque la pièce a joué en octobre dernier. Oui. Bureau faire un guichet Aaron fermé. Seitlin, une pièce visionnaire et prémonitoire. Donc, Jacob Jacobson le 22 juin, la chasse au trésor le 26. Est-ce qu'il y a d'autres événements Alors après, avant ça, les vacances après ça Et il y s'arrête. a le grand pique-nique aussi. Oui, mais le 26 pour ceux qui prennent part à la chasse au trésor. Et puis, il y a l'université d'été à Berlin. Donc, je me suis renseignée avant d'arriver à l'émission. Il reste quelques places au niveau avancé. Ah, très important. Donc, Très important parce que vous êtes les futurs yiddishistes. Donc, voilà. Vous trouverez toutes les infos sur le site. Ne tardez pas parce que après il faut trouver un logement, etc., etc. voilà, donc on a fait le tour des événements à venir avec la responsable des événements, Régine Nebel. Et on a eu le plaisir, moi, il y avait des choses que tu racontais aujourd'hui dont je n'avais aucune idée. Dont Et ton j'ai passé, plaisir c'est maintenant à passionnant. les raconter. Oui, ça c'est d'autant plus optimisant, comment dire, Oui. à voir que ces choses assez noires au final peuvent à la Oui, fin mais ça c'est le devenir, côté ashkénaze. Moi j'ai quelqu'un qui m'a appelé pendant de longues années Rire et larmes. En tout cas, je souhaite à tous nos auditeurs, la Maison de la Culture Yiddish souhaite à tous nos auditeurs un bel été. Oui, un bel été et une bonne fin de programme culturel dans Oui. n'importe quel Et puis domaine où lisez en vous êtes. yiddish pendant l'été. Lisez en yiddish, venez à l'université d'été du yiddish. Et sur ça, je dis merci beaucoup à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi, Régine. Et bien merci à Gérard venu. pour cette belle année, en compagnie parfois d'Gilles Rosier, mais merci d'avoir C'est un grand plaisir. rénové notre émission. Merci, Régine. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite donc une bonne nuit, un bon été et à bientôt. À bientôt. Seid gesinnt. Vaters, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sei. Und als Gott helft, sie sehen, unter der Gruppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klezmer a geschrei. Nu lo mir alle tanzen, it's der Duet. Kille a Freilach, Kille nu geher hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt die Bobkille. Nu lo mir gehen a tanzen, wie lang es los sich noch. Ai, 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 geht, doch das so geht. Lo mir alle tanzen, du in der Rhythm. Ai, 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 geht, doch das so geht. Mädel nehmen a Bocher und tanz mit ihm. Nu lo mir